Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le troisième chapitre du cours Politique et société dans la France du Consulat et de l'Empire, cours destiné aux étudiants de la faculté des lettres de Sorbonne Université, mais comme vous le savez, ouvert à tous. Et je suis ravi de vous retrouver pour évoquer ce soir la vie politique sous le consulat. Parler de vie politique à l'époque du consulat, un régime dont l'autoritarisme se renforce au fil des années, peut paraître paradoxal, mais il y a tout de même des tentatives d'expression d'une opinion politique qui passe par certains canaux comme la presse, même si celle-ci est muselée. On verra que le consulat va renforcer son emprise sur la société, ce qui fait que les oppositions, lorsqu'elles veulent s'exprimer, ont de plus en plus recours à l'attentat, ce qui devient une forme de mode d'expression privilégié à cette époque qui vit encore une période d'incertitude. Napoléon Bonaparte n'est pas encore totalement sur des bases sur lesquelles son pouvoir repose. Nous verrons dans une première partie l'effacement de la vie parlementaire et dans un premier point la restriction du débat politique. Ce qui avait caractérisé la Révolution française, c'est l'émergence des libertés, de la liberté d'expression en particulier, qui est formalisée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, qui a favorisé à la fois l'émergence de la presse, la création de nombreux clubs ou sociétés populaires, qui a aussi permis de s'exprimer, notamment lors des campagnes électorales qui ont jalonné la décennie révolutionnaire, même s'il y a eu aussi des périodes plus complexes en matière de liberté d'expression, mais c'est une des conquêtes de la Révolution française sur laquelle Napoléon Bonaparte finalement revient dès son accession au pouvoir. Déjà, le Directoire avait anticipé ce mouvement puisque Fouché, déjà ministre de la Police, avait par exemple en août 1799 fait fermer le club du Manège, qui était l'héritier du club des Jacobins, grande instance de la parole parlementaire et populaire au début de la Révolution. Mais s'étaient recréés aussi à travers le pays des clubs, des sociétés populaires, souvent tournés donc vers ce que l'on appelle le néo-jacobinisme. Ces sociétés, ces clubs sont purement et simplement fermés au lendemain du coup d'État de Brumaire. La presse aussi est muselée, non pas par, pour le moment, la création d'une censure, cela viendra plus tard, mais par la disparition de journaux, puisque au début de l'année 1800, Bonaparte décide de rayer purement et simplement de la carte des journaux existants une soixantaine de journaux publiés à Paris. Il n'en autorise la publication que de 13. Et parmi les journaux qui disparaissent, il y a essentiellement des journaux jacobins, des journaux qui se situent donc sur l'aile gauche des courants politiques. Certains journaux royalistes également. En province, c'est la même chose, plusieurs titres disparaissent. Bref, il y a une volonté de reprendre en main la presse et dans le même temps, du reste, Napoléon Bonaparte fait contrôler le principal journal du pays, le Moniteur universel, par l'un de ses proches, Maret, si bien que ce Moniteur universel devient quasiment le journal officiel du régime. La liberté est aussi entravée dans le cadre des élections, puisqu'on ne vote plus au début du consulat, sauf pour le plébiscite approuvant le coup d'État et le choix de Bonaparte comme premier consul. Mais sinon, les principales figures du régime seront désignées dans les 2 premières années du consulat sur des listes dites de confiance, qui sont en fait composées par les plus riches, par ceux qui payent le plus d'impôts, par les notables du pays. À cette restriction des libertés politiques s'ajoute, ce sera mon deuxième point, l'étouffement des assemblées. Nous avons vu lors du premier chapitre, en évoquant la constitution de l'an 8, comment s'organisait le travail parlementaire entre le Conseil d'État, qui n'est pas une assemblée, qui prépare les projets de loi et dont les membres viennent les présenter devant les assemblées, le tribunat, composé à l'origine de 100 membres, où l'on discute des projets de loi en séance, à travers des prises de parole qui peuvent être importantes, puisqu'il arrive que certains débats puissent réunir 20 à 30 débatteurs qui s'inscrivent à tour de rôle pour venir présenter leur point de vue sur le projet de loi qui a été envoyé à l'ensemble des tribuns. Quand on parle de débat, c'est plutôt une série
finalement de plaidoyer pour ou contre le projet. Et une fois que les tribuns donc, ont débattu, ont échangé leur point de vue, ils émettent un vœu plutôt qu'un vote, vœu favorable ou défavorable, et ce vœu est transmis au corps législatif, donc l'Assemblée qui, elle, forte de ses 300 membres, est chargée de voter la loi en ayant entendu des rapports provenant de conseillers d'État et de tribuns. Et c'est là que la mise en place finalement des institutions va permettre à Bonaparte de prendre le contrôle des assemblées. Dès le premier débat au tribunat, le 5 janvier 1800, on propose un règlement intérieur, en quelque sorte, du tribunat, et un jeune homme, peu connu encore, mais qui a déjà un peu d'influence, Benjamin Constant, prend la parole. C'est l'amant de Germaine de Staël. Grâce au soutien que cette dernière a apporté au coup d'État, il a été nommé au tribunat, mais il s'insurge contre un règlement qui prévoit finalement que l'opposition sera bafouée, et il revendique un droit à l'opposition au projet présenté par le gouvernement. Pas une opposition de principe, mais une opposition qui est conçue comme une forme de l'expression démocratique qu'il souhaite préserver dans ce régime du consulat. Il n'aura pas gain de cause et Bonaparte s'emporte contre lui en considérant qu'il n'a pas été finalement fidèle à la parole qu'il aurait dû lui accorder. C'est un premier geste qui montre que le tribunat peut s'avérer finalement relativement peu souple, même si dans l'ensemble, on s'aperçoit que la plupart des projets de loi, je vous rappelle que les projets de loi sont soit approuvés, soit rejetés, la plupart des projets de loi sont approuvés. Sur 87 projets de loi qui sont proposés au consulat entre 1800 et 1801, donc dans les 2 premières années du consulat, 7 seulement font l'objet d'un vote ou d'un vœu négatif. C'est très peu, et surtout si l'on considère que parmi ces 7, il y a des projets d'intérêt local. Le plus important qui est rejeté, c'est le projet sur le tribunal de cassation. Une fois que ces projets donc, sont présentés, ils sont versés, ils sont transmis au corps législatif, où les députés n'ont pas le droit à la parole. Ils écoutent donc des rapports qui sont proposés par des membres du Conseil d'État, au principe 3, mais dans la pratique, souvent un seul conseiller d'État s'exprime, et par des tribuns. Alors, dans les premiers mois du consulat, il était encore envisageable que des tribuns d'opinions différentes puissent s'exprimer, l'un favorable au projet, l'autre défavorable si une forte minorité s'était dégagée. Mais à partir de novembre 1800, on va considérer que dès lors qu'un projet a été approuvé par une majorité de tribuns, seuls des représentants de la majorité viendront présenter l'avis du tribunat devant le corps législatif, si bien que l'on n'a plus que des voix pour, venant du Conseil d'État ou du tribunat, ce qui explique que le corps législatif, dans l'ensemble, suive très largement la voix de la majorité. Il n'y aura que 4 projets repoussés sur l'ensemble des projets de loi, dont le fameux projet sur le tribunal de cassation, mais qui est ensuite représenté un mois plus tard et qui finira finalement par être adopté. On voit donc dès ces premières années du consulat que même si une opposition commence à se dessiner au sein des 2 assemblées, le tribunat et le corps législatif, alors elle oscille entre un 5e et un tiers des tribuns et des législateurs. En fait, le pouvoir tient bien en main ces 2 assemblées et va permettre donc de faire adopter un très grand nombre de projets de loi, près d'une centaine en 2 ans, ce qui est considérable et qui explique d'ailleurs ce que nous avons vu dans le chapitre 2, l'importance de l'œuvre qui a été construite à l'époque du consulat. Mais cela n'est pas encore suffisant et Bonaparte s'énerve en quelque sorte de voir cette opposition, même minime, au sein des assemblées. C'est un homme qui ne souffre pas la contestation, qui est attaché, comme je l'ai déjà dit, au principe du consensus national et qui considère que les assemblées, en quelque sorte, doivent se ranger à l'avis qui est celui qu'il a présenté à l'avis du gouvernement. Pour se débarrasser de cette opposition, il va utiliser un moyen, une épuration, qui intervient au début de l'année 1802
et qui prépare un renforcement de son pouvoir sur l'ensemble du pays. C'est ce que je vais voir dans un troisième point, l'épuration de 1802. La constitution de l'an 8 prévoyait un renouvellement par cinquième des assemblées, donc chaque année. On n'avait rien envisagé depuis la formation des assemblées, dont je vous rappelle qu'au début de 1800, elles ont été composées, que ce soit le tribunal ou le corps législatif, par le Sénat, qui a coopté, qui a nommé un certain nombre, l'ensemble des membres à travers les personnalités qu'il connaissait. En 1802, Bonaparte se dit que l'élection d'un cinquième des assemblées pourrait permettre de modifier leur composition, et en relation, en accord avec le second consul, Cambacérès, qui est en quelque sorte aux manettes, il prépare un plan d'action qui est lancé en janvier 1802. Bonaparte, à ce moment-là, est à Lyon, où il réorganise la République italienne, et c'est en correspondant avec Cambacérès que l'idée va germer de confier au Sénat le soin d'éliminer un cinquième des tribuns et des législateurs, non pas par tirage au sort comme cela pouvait s'imaginer, mais en les désignant nommément et en les faisant sortir des assemblées. C'est ce qui sera fait. Alors pour les tribuns, on connaît assez bien les opposants, puisqu'ils s'expriment, ils prennent la parole régulièrement. La plupart de ceux qui vont être extraits du tribunat, ce sont des proches des idéologues, de ce groupe de républicains qui avaient soutenu Bonaparte au moment du 18 Brumaire, mais qui restent attachés à la défense des libertés et qui n'approuvent pas le tour de vis qui a été mis sur les assemblées, qui est favorable à un rôle effectif des assemblées. Parmi eux, on peut citer par exemple Donou, l'un des rédacteurs de la Constitution de l'an 8, ou Guinguenet, qui vont donc disparaître du tribunat. Pas forcément pour être exilés, la plupart retrouvent des places importantes. Par exemple, Donou sera ensuite nommé directeur des archives. Au corps législatif, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en principe, les votes sont secrets. Je vous rappelle qu'on vote par des boules blanche et noire, blanche si on est favorable, noire si on est défavorable, mais on sait bien par les discussions de couloir, par les échanges qui se font entre les séances, qu'un certain nombre des législateurs sont hostiles au pouvoir, ou en tout cas souhaiteraient une plus grande liberté dans les débats parlementaires. Et donc un certain nombre d'entre eux vont être effectivement éliminés. Je ne prendrai qu'un exemple que j'ai un peu étudié, c'est un député de base, député de l'Ardèche, Riffard Saint-Martin, qui avait été élu dès l'époque des États généraux, de la Constituante, en 1789, qui a siégé à la Convention, qui a siégé au Conseil des 500, qui a soutenu Bonaparte au moment du coup d'État de Brumaire, mais qui donc a été nommé député au corps législatif, mais qui, dans les premières années du consulat, fait état de ses états d'âme, de son opposition, par exemple, au concordat signé en juillet 1801, ou à d'autres mesures. Bref, il est éliminé en 1802. Il reviendra néanmoins, et c'est une des particularités, une des raretés de l'époque napoléonienne, il reviendra néanmoins au corps législatif en 1809, et il siégera jusqu'en 1814, jusqu'à sa mort en 1814. Par qui remplace-t-on ceux qui sont sortis des assemblées? Par des hommes qui, pour la plupart, n'ont pas eu d'expérience parlementaire à l'époque de la Révolution. Et c'est déjà une forme de tournant. On fait plutôt appel à des spécialistes du droit, par exemple, à quelques personnalités. C'est à ce moment-là que Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, qui n'est plus ministre de l'Intérieur, est invité à entrer au tribunat. On y voit aussi entrer un ancien révolutionnaire, ancien membre du comité de salut public, Lazare Carnot, mais qui a un parcours compliqué, puisqu'il a aussi fait partie des directeurs qui ont été fructidorisés en 1797, donc qui a une image plutôt de modéré, mais qui reste un républicain, et il l'affirmera d'ailleurs très rapidement, quelques semaines plus tard, au moment du passage au consulat à vie. Donc, des assemblées épurées, des assemblées qui vont vivre aussi, j'anticipe un peu sur la suite, qui vont vivre aussi une évolution qui ne favorisera pas le débat politique en leur sein, et dans l'immédiat,
on peut dire que les mesures qui sont prises sont des mesures des votes qui sont approuvés sont très favorables au projet du gouvernement, puisque entre 1803 et 1804, il y a moins de 3 à 4 projets de loi qui sont refusés, soit par le tribunat, soit par le corps législatif. Autrement dit, à partir de 1802, les assemblées deviennent de véritables chambres d'enregistrement. Bonaparte a réussi à se débarrasser de l'opposition parlementaire, de la faible opposition parlementaire qui était née au début du consulat. Venons-en aux oppositions à l'extérieur des assemblées. Ce sera ma deuxième partie, la lutte contre les oppositions. Premier point, la lutte contre les Jacobins. Les Jacobins, c'est ce parti qui finalement était revenu en force à la fin du Directoire, qui avait tenté de s'opposer au coup d'État de Brumaire, dont un certain nombre de députés, au lendemain de ce coup d'État, ont rallié Bonaparte, mais d'autres ont été éliminés, une vingtaine emprisonnés, 38 envoyés en détention, notamment en Guyane. Bref, la députation jacobine a été éradiquée au sortir de Brumaire, et les Jacobins, dans leur ensemble, sont surveillés, particulièrement à Paris, dans le faubourg Saint-Antoine, qui est le fief du parti jacobin, et dont les chefs de file, les anciens chefs de section, sont particulièrement surveillés, voire emprisonnés. Tous les Jacobins donc n'ont pas rallié Bonaparte, mais la plupart se terrent, se cachent, sont entrés dans une forme d'opposition clandestine. Il y en a néanmoins qui cherchent à exprimer leur point de vue, et ne pouvant plus s'exprimer ni par la presse, les journaux jacobins, je l'ai dit, ont été pour la plupart supprimés, ni dans les réunions puisqu'elles sont interdites, vont avoir recours au seul moyen qui leur apparaît possible, c'est-à-dire l'attentat. Et on va voir naître en cette période du consulat une série d'attentats dont certains ont été fomentés par les Jacobins. Le plus important se déroule en octobre 1800. Nous sommes donc à 11 mois après le coup d'État de Brumaire. C'est une conspiration qui englobe une demi-douzaine de Jacobins, qui ne sont pas des hommes de premier plan, à l'exception d'un ancien député corse qui s'appelle Arena. On trouve parmi eux aussi un sculpteur italien, Ceracchi, un peintre, disons, des seconds couteaux du parti jacobin. Ils ont le projet d'assassiner Bonaparte au théâtre, mais comme parfois dans ce type de conspiration, l'un ou l'autre des conspirateurs est un peu trop bavard, les cafés en particulier sont très surveillés, et puis l'un d'entre eux, un sixième homme, a peur finalement et va livrer ses secrets à la préfecture de police de Paris, qui est alors détenue par Dubois. Bonaparte est mis au courant, l'affaire va suivre son cours car la police décide de laisser les conspirateurs mener leur action à son terme, en tout cas jusqu'à l'approche de Bonaparte. On va donc infiltrer le milieu en question, on attend que la tentative ait lieu et lorsqu'au théâtre le projet s'exécute, les conspirateurs sont arrêtés et emprisonnés. À ce moment-là, pas de jugement et pas de publicité parce que Bonaparte ne tient pas à laisser entendre auprès de l'opinion publique que son pouvoir est en danger et qu'une opposition existe dans le pays. Surtout que cette opposition jacobine, on l'a dit, est finalement relativement faible. On va aussi découvrir, à peu près à la même époque, un individu isolé qui s'appelle Chevalier, qui a fait un projet de construction d'une bombe pour atteindre le premier consul. Cette bombe explose du côté de la Salpêtrière en faisant quelques dégâts, mais sans évidemment que soit directement menacé Bonaparte. L'homme est emprisonné. C'est un autre indice de cette existence d'une opposition donc jacobine. Mais c'est une autre affaire, finalement beaucoup plus explosive, qui va permettre l'éradication du courant jacobin. C'est le fameux attentat dit de la rue Saint-Nicaise. La rue Saint-Nicaise est une rue
qui part du palais des Tuileries, se dirige vers l'actuelle rue Richelieu. C'est une rue que devaient emprunter Bonaparte et sa femme Joséphine pour se rendre à l'Opéra, qui se trouve à ce moment-là pratiquement à l'emplacement de l'actuelle Bibliothèque nationale, donc rue de Richelieu. Et au moment où le cortège passe, une bombe éclate. Elle est posée, enfin c'est plus exactement un baril de poudre qui est posé sur une charrette qui explose. Le carrosse de Bonaparte est quasiment indemne, mais plusieurs victimes sont à déplorer. Il est incontestable que l'on a voulu attenter au jour de Bonaparte, et d'ailleurs il ne s'y trompe pas puisqu'il désigne d'emblée, tout en se rendant à l'opéra où il va assister au début en tout cas de la représentation, il désigne les auteurs de l'attentat comme des septembriseurs. Septembriseurs, c'est-à-dire une allusion aux républicains de 1792, plus exactement aux montagnards de 1792, qui ont organisé la première terreur. Donc il fait allusion à ce moment de la Révolution, et il reviendra d'ailleurs, il utilisera à plusieurs reprises ce terme pour désigner ses adversaires jacobins. Immédiatement, il donne l'ordre à la police d'arrêter les principaux jacobins. Une liste de 130 jacobins est même dressée, qui doivent être proscrits, même si Fouché lui-même, originaire de ce courant, va tempérer les choses. Et de fait, on va très vite s'apercevoir que le complot, la conspiration, n'est pas le fait des jacobins, mais bien des royalistes. Ce qui m'amène, dans un deuxième temps, après vous avoir dit qu'évidemment, au terme de ces différents mouvements, le mouvement jacobin est totalement éradiqué et qu'on n'en entendra quasiment plus parler pendant la période napoléonienne. Donc au même moment, les royalistes s'activent également. Ce sera mon second point de la deuxième partie, la lutte contre les royalistes. Les royalistes étaient également assez puissants dans la France du Directoire, nous l'avions vu au cours du premier chapitre. Ils ont en particulier des réseaux actifs dans l'ouest, le sud-ouest de la France, des réseaux qui ont été réactivés donc à la fin du Directoire. Et malgré l'apaisement qui a été recherché par Bonaparte, qui a signé, on l'a vu, un armistice avec les Vendéens en décembre 1799, qui a combattu les Chouans dans l'Ouest, il reste des poches de résistance et surtout des hommes et des femmes qui veulent se débarrasser de Bonaparte et chercher à rétablir en France la monarchie, c'est-à-dire à rappeler Louis XVIII sur le trône. Néanmoins, Bonaparte, comme avec les Jacobins, a cherché à se rallier les royalistes. Il y est particulièrement parvenu puisque un certain nombre d'entre eux ont accepté de poser les armes. Pas tous. Par exemple, un homme comme Georges Cadoudal, l'un des chefs de la chouannerie bretonne, a préféré gagner l'Angleterre, et c'est depuis l'Angleterre qu'il organise un certain nombre de conspirations, en tout cas qu'il supervise un certain nombre de ces complots. Le plus important de ces complots va avoir lieu dans la nuit du 24 au 25 décembre, un peu avant, enfin plutôt en début de soirée, contre Bonaparte. C'est cet attentat que j'évoquais à l'instant, qui est constitué de la première bombe, en quelque sorte, de l'histoire. Ce sont en fait 3 Chouans qui sont à l'origine de cette conspiration: Saint-Régent, Limoëlan, et puis un comparse de moindre importance, Carbon. Ces 3 hommes qui sont arrivés à Paris, dont la venue à Paris est connue, puisque la police est au courant des mouvements des uns et des autres, mais la police n'a pas perçu qu'ils y étaient venus pour perpétrer un attentat. Ces 3 hommes donc vont organiser cet attentat en achetant plus exactement une carriole et un cheval, et en déposant sur cette charrette un baril de poudre avec à l'intérieur de la ferraille qui doit faire encore plus de dégâts lorsque l'ensemble explosera. On est prêt à passer à l'action. Donc vous voyez, 3 hommes, c'est une conspiration qui n'implique pas, en tout cas dans son mode opératoire, énormément de monde. On est prêt à passer à l'action dans la soirée, et l'un des conspirateurs doit donner le signal de l'arrivée
du carrosse du premier consul pour qu'un autre puisse allumer la mèche. Il s'y prend un peu tardivement et, comme je le disais précédemment, lorsque la machine infernale, c'est ainsi qu'elle sera désignée, explose, le carrosse de Bonaparte est déjà passé. Mais l'explosion fait des dégâts, en particulier une jeune femme, une jeune fille plus exactement, qui avait été chargée de tenir le cheval, qui meurt dans l'attentat. Une fois qu'on a compris que ce n'étaient pas les Jacobins, la piste va suivre les véritables acteurs du drame. Ces acteurs, ce sont des Chouans. Ils ont été rapidement repérés par une véritable enquête de police qui va permettre, à travers des publications dans la presse, notamment des restes du cheval, de retrouver le maquignon qu'il avait vendu et puis de fil en aiguille de remonter jusqu'aux auteurs de la conspiration. Ils sont arrêtés pour 2 d'entre eux, Carbon et Saint-Régent. Ils seront ensuite jugés puis exécutés, guillotinés, Limoëlan parvenant à s'extraire des recherches, et en particulier par un réseau clérical très important, fait de maisons religieuses qui vont lui permettre de se cacher, de gagner la côte et ensuite de se réfugier aux États-Unis, où Limoëlan deviendra un peu plus tard prêtre. Une conspiration donc qui échoue, une conspiration qui permet au passage de mettre un frein aussi au mouvement royaliste, puisque quelques-uns des chefs du parti royaliste sont à l'occasion enfermés. Autrement dit, à travers le même épisode, jacobins et royalistes sont quasiment éliminés. Et c'est par la suite et dans le prolongement de cet attentat que les assemblées vont approuver, non sans mal, parce qu'il y a un véritable débat sur ce point, la création des tribunaux spéciaux que j'ai évoqués en évoquant l'œuvre du consulat, qui sont des tribunaux installés dans un certain nombre de départements, pas partout en France, chargés de lutter contre le brigandage, particulièrement dans le sud-est, mais aussi contre les foyers de chouannerie, notamment dans l'ouest. Ces tribunaux spéciaux ayant la particularité de ne pas fonctionner avec un jury populaire, mais simplement avec des magistrats des tribunaux du département et avec des officiers, seuls 2 représentants des notables du lieu s'ajoutant à eux. Donc c'est une manière de revenir en arrière sur la législation de la Révolution et sur une justice populaire qui avait été alors mise en place. D'autant plus qu'on ne va pas juger que les chouans ou les conspirateurs ou même les brigands, mais que de plus en plus, ces tribunaux spéciaux, quand ils existent, vont pouvoir juger des faits d'assassinat, par exemple, ou même de mendicité. Il reste une dernière opposition à envisager, elle le sera dans un 3e point, à travers l'opposition de l'armée. Là encore, je reviens à ce que je disais dans le premier chapitre, il ne faut pas imaginer que parce que Bonaparte est un général, l'armée lui est entièrement dévouée et qu'elle est totalement donc derrière lui pour le soutenir au cours de ces années du consulat. Il y a même une grogne dans l'armée, une grogne qui va s'exprimer particulièrement en 1802 à travers une conspiration qui est assez emblématique de ce refus d'une partie de l'armée de soutenir Bonaparte. C'est la conspiration dite des pots de beurre ou des libelles, les 2 termes sont utilisés. Ces pots de beurre, ce sont des caisses qui transportaient, comme on peut l'imaginer, des pots de beurre, mais dans lesquelles on avait glissé aussi des prospectus, des libelles, qui appelaient à se débarrasser de Bonaparte, à se débarrasser du tyran, pour reprendre une des formules qui est utilisée par l'un d'entre eux. Et ces caisses avaient été envoyées à travers toute la France, en particulier à des officiers supérieurs, pour les inviter à se lever et à mobiliser leurs troupes pour une insurrection générale visant à se débarrasser de Bonaparte. La police a rapidement connaissance du complot. Ce complot est parti de l'ouest, de Rennes. Le général Simon, qui commandait sur place, avait accepté d'en prendre la tête avec un certain nombre de ses subordonnés. Et, comme par exemple le colonel Pinoteau, ils sont arrêtés et ils sont enfermés. Le général Simon, par exemple, sera détenu pendant quelque temps dans l'île d'Oléron.
Mais on va aussi procéder à des vérifications un peu partout en France, parmi les officiers destinataires des caisses en question, dont beaucoup ignoraient tout de l'affaire et ne seront pas inquiétés. Mais le préfet de police est particulièrement actif en la matière et y voit une sorte de réseau national. D'autant plus que derrière cette affaire, il y a un personnage dont le rôle est assez ambigu. Il a commandé en Bretagne avant de revenir à Paris. C'est le général Bernadotte, qui n'est autre, qui est d'origine jacobine. Il était jacobin au moment du coup d'État. Il n'a rien fait de particulier au moment de ce coup d'État, mais il n'y était pas très favorable. Mais par solidarité familiale, si l'on peut dire, puisqu'il est le beau-frère de Joseph Bonaparte, il n'a pas bougé, mais il n'en pense pas moins, et il est vraisemblablement à l'origine de cette conspiration. Cette conspiration, comment s'explique-t-elle? Bien sûr, la plupart des soldats, des officiers concernés, je l'ai dit, n'étaient pas au courant, mais il y a bien une grogne que révèlent les autorités à l'époque, une grogne des cadres de l'armée qui vivent assez mal. Ça peut paraître paradoxal, la paix d'Amiens qui est intervenue en mars 1802, et le complot se développe à partir de mai, paix d'Amiens qui va conduire à une épuration de l'armée, on va démobiliser une partie des troupes. Par ailleurs, une partie de ces cadres sont hostiles au Concordat de 1801 parce qu'ils y voient finalement une remise en cause de la politique de déchristianisation qu'ils ont défendue au cours de la Révolution. Et puis, un autre élément entre aussi en ligne de compte, c'est que depuis le début de l'année 1802, une expédition est partie en direction de Saint-Domingue, expédition qui se heurte à de nombreuses difficultés sur place, à la fois la résistance des habitants de Saint-Domingue, mais aussi la fièvre jaune, ce qui fait qu'une partie des troupes qui sont stationnées en Bretagne et qui savent qu'elles vont être destinées vers Saint-Domingue pour servir de renfort n'y sont pas forcément très favorables. Donc tous ces éléments expliquent la grogne qui perdure au sein de l'armée, une grogne qui ne va pas nécessairement s'éteindre. On verra à plusieurs reprises au cours de la période l'armée manifester quelques signes d'opposition, même si dans l'ensemble, on peut dire qu'après cette affaire, Bonaparte reprend les choses en main et en particulier sous l'Empire et avec le redémarrage des conquêtes militaires, il s'est acquis un soutien très large de l'armée. Alors précisément, le renforcement des pouvoirs de Bonaparte va le conduire à envisager une pérennisation de ce pouvoir et c'est ce qu'il opère dans les 2 années qui achèvent le consulat entre 1802 et 1804. C'est ce que j'évoquerai dans une 3e partie du consulat à vie à l'Empire. Premier point, le renforcement du pouvoir de Bonaparte. Au printemps de 1802, Bonaparte peut se targuer d'avoir déjà construit une œuvre civile importante avec la réforme financière, la réforme administrative, la réforme judiciaire, puis en 1802 la réforme scolaire, l'instauration de la Légion d'honneur, etc. Il est aussi l'homme de la paix, puisque le 25 mars 1802, la paix a été signée entre l'Angleterre et la France, pacifiant complètement le continent européen après 10 années de guerre. Il est enfin le restaurateur des cultes, l'homme de la paix religieuse, qui a favorisé la signature du concordat avec le pape et la mise en place donc d'une organisation de culte reconnue, culte catholique, culte protestant, et pour ce qui est de l'Église catholique, une grande cérémonie se déroule dans la cathédrale Notre-Dame en avril 1802 pour commémorer à la fois la promulgation du Concordat, mais aussi la paix d'Amiens. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'un certain nombre de généraux vont grogner, considérant que cette cérémonie est une capucinade, ce qui confirme leur prise de distance à l'égard du régime. Mais pour l'ensemble de la population, finalement, Bonaparte apparaît comme un chef d'État qui a réussi et qui va s'appuyer sur cette popularité qu'il mesure à travers les rapports qui lui sont envoyés régulièrement, qui va s'appuyer sur cette popularité pour tenter de renforcer son pouvoir. Il se heurte alors au Sénat, qui est composé d'hommes
proche de Sieyès, d'idéologues attachés à la République, pas très finalement favorable à l'idée d'une prolongation du pouvoir de Bonaparte, mais un Sénat qui va devoir céder, puisque finalement c'est du Conseil d'État qu'émane une proposition de plébiscite visant à faire de Bonaparte un consul à vie. Êtes-vous d'accord? En gros, était posée la question, êtes-vous d'accord pour que Bonaparte devienne consul à vie, c'est-à-dire pour que son pouvoir demeure jusqu'à sa mort? Le plébiscite est organisé en juin 1802 et il est favorable à Bonaparte. Officiellement, plus de 3 600 000 Français ont dit oui, en signant des registres comme en l'an 8 pour apporter leur soutien à cette proposition. Probablement, le chiffre a-t-il été grossi, mais c'est au moins 2 800 000 Français qui se sont déplacés donc, pour approuver cette mesure, signe d'une certaine popularité du chef de l'État, notamment dans des régions qui ont été pacifiées. Je pense en particulier à l'ouest, la Bretagne, où le Concordat, mais aussi la paix civile, ont eu des effets sur l'opinion publique. Une fois le consulat à vie donc adopté, on peut adopter une nouvelle constitution, ce qui n'était pas forcément nécessaire, la constitution de l'an 10, qui est adoptée à la suite d'une proposition du tribunat, qui est adoptée par le Sénat, et qui va finalement modifier quelque peu les pouvoirs non à la fois du premier consul, mais surtout des assemblées. Alors, le premier consul devient consul à vie, mais obtient aussi le droit de choisir son successeur. Il obtient aussi le droit de grâce, ce qui est une façon de lui accorder un privilège dont disposaient les souverains d'Ancien Régime. Et quant aux assemblées, eh bien, leur pouvoir est quelque peu diminué, en particulier le tribunat, qui perd la moitié de ses membres. C'est une autre forme d'épuration, puisqu'il est prévu qu'il ne sera réduit à 50 membres progressivement. Par ailleurs, son président ne sera plus élu par les tribuns, mais désigné par Napoléon Bonaparte. Et en revanche, le Sénat, lui, sort plutôt renforcé de cette constitution de l'an 10, qui a une autre particularité, c'est qu'elle rétablit officiellement le suffrage universel en France, pas seulement pour les plébiscites, mais aussi pour la désignation non pas des différents représentants, mais de ceux qui vont désigner les représentants, puisque si le suffrage universel masculin est rétabli, c'est un suffrage universel à plusieurs degrés qui va permettre aux citoyens réunis dans des collèges électoraux au niveau du canton de désigner, pour ce qui est du local, les candidats aux fonctions qui sont vacantes, notamment la fonction de juge de paix, mais aussi les postes de conseillers municipaux, et puis aussi de désigner les représentants qui vont siéger dans les conseils d'arrondissement et dans les collèges électoraux d'arrondissement et collèges électoraux de département, qui eux, donc, ceux qui sont désignés sont toujours des membres des notables. Il faut être figuré parmi la liste des 100 plus imposés du canton. Et donc ces membres des collèges d'arrondissement et de département vont désigner les candidats au conseil d'arrondissement d'un côté et au conseil général de l'autre, mais aussi faire des propositions pour présenter des candidats pour le corps législatif et pour ce qui est du conseil d'arrondissement, pour le tribunat. Donc c'est un système un peu complexe. Il y a une série de candidats qui sont présentés par les différents collèges, et à la fin, c'est le Sénat qui décide, parmi ces candidats, qui sera désigné comme tribun ou comme membre du corps législatif. C'est donc une disposition qui ne se met pas en place immédiatement, mais qui va permettre, malgré tout, à partir en particulier de 1806, de voir renaître une petite vie locale, avec des enjeux qui ne sont pas majeurs, mais on voit quand même se disputer quelques notables pour conquérir les postes de députés ou même de maire, enfin de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement ou de conseillers généraux. Pérennisation du pouvoir de Bonaparte, lequel n'a plus qu'un souhait finalement, c'est de rétablir
la monarchie et il va y parvenir progressivement. C'est ce que je vais voir dans un second temps en évoquant la conspiration Cadoudal-Pichegru. Alors cette conspiration a joué un rôle important, elle est dévoilée en février 1804, elle a joué un rôle important dans le processus qui va conduire au passage à l'Empire. Mais pour la comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire au mois de mai 1803, lorsque l'Angleterre et la France entrent à nouveau en guerre. On n'a pas réussi à se mettre d'accord et à mettre en place finalement l'application du traité d'Amiens de mars 1802. L'Angleterre va donc s'emparer d'une partie des colonies françaises, s'attaquer aux navires français sur les mers. La France, de son côté, envahit le Hanovre, qui est une possession des rois d'Angleterre. Bref, la guerre est déclarée et c'est à ce moment-là que Bonaparte envisage ce projet de débarquement en Angleterre qu'il conduit à mobiliser une partie de son armée, près de 200 000 hommes, le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord, pour préparer donc une invasion de l'Angleterre qui, comme vous le savez sans doute, n'eut jamais lieu, pour diverses raisons. C'est dans ce contexte donc que des Chouans, réfugiés en Angleterre, en particulier Cadoudal, dont j'ai déjà parlé, et qui avait mission de rester tranquille tant que la paix sévissait entre les deux pays, des Chouans donc se réactivent et vont proposer au gouvernement anglais d'ouvrir en quelque sorte un second front en France, avec ce projet qui peut paraître un peu fou d'enlever Bonaparte pour l'exécuter et favoriser ainsi son remplacement par un prince de la famille des Bourbons. Dès l'été de 1803, plusieurs convois, plusieurs bateaux vont envoyer sur les côtes françaises, dans la plus stricte clandestinité, des Chouans venus d'Angleterre, parmi lesquels Cadoudal, qui profite d'un réseau très bien constitué et qui, de ferme en ferme, de la côte normande jusqu'à Paris, parviennent sans se faire remarquer dans la capitale pour préparer l'opération. Une opération qui prend du temps à se mettre en place, d'autant plus que Cadoudal a réussi à convaincre l'un des généraux républicains prestigieux, rallié, c'est vrai, à l'idée monarchique et qui donc a beaucoup d'aura dans l'armée, le général Pichegru. Il a pris des contacts aussi avec un autre général, celui-ci républicain, le général Moreau, dont les relations avec Bonaparte ne sont pas au beau fixe, parce que Moreau, finalement, est déçu de ne pas avoir été davantage mis en valeur, notamment après la victoire qu'il a remportée sur les Autrichiens en décembre 1800. Des contacts ont été pris et la conspiration donc était en train de se mettre en place lorsque l'un des membres du complot, ayant été arrêté pour d'autres raisons, révèle finalement, sous l'effet de la torture, ce qu'il sait du projet de Cadoudal. Et à ce moment-là, la police s'active, elle va arrêter les principaux conspirateurs, y compris du reste Pichegru et Moreau. Elle a plus de mal avec Cadoudal qui tente de s'échapper, qui tue au passage un inspecteur de police avant d'être lui-même arrêté. Tous les conspirateurs en prison vont révéler les différents éléments de la conspiration, et en particulier révéler qu'un prince français devait prendre part à ce projet et assurer en quelque sorte l'intérim avant l'arrivée de Louis XVIII, qui est encore dans les États baltes, donc dans l'Empire russe à ce moment-là, à Mitau, avant l'arrivée de Louis XVIII sur le trône. On s'interroge dans l'entourage de Bonaparte et finalement, après avoir reçu quelques rapports de la police et de la gendarmerie, on se convainc que ce prince français est le duc d'Enghien, donc le petit-fils du prince de Condé, celui-là même qui a dirigé l'armée des émigrés au moment de la Révolution française, à laquelle d'ailleurs le duc d'Enghien a pris part, qui reçoit une pension de l'Angleterre, qui est alors dans l'ouest de l'Allemagne, à Ettenheim, dans le duché de Berg, où on va aller véritablement le chercher en violation de tout droit international pour le ramener à Paris, où il est assez sommairement jugé et finalement fusillé. Alors cette mise à mort a fait grand bruit parce que
On a beaucoup reproché à Bonaparte, et en particulier dans les milieux royalistes, cette extrême sévérité que Bonaparte a toujours assumée et finalement qui lui permettait, au moment où il envisageait le passage à l'Empire, qui lui permettait d'apparaître comme un véritable héritier de la Révolution française. D'une certaine façon, la mort d'un cousin de Louis XVI, la mort du duc d'Enghien, c'est la réédition de la mort de Louis XVI. C'est une façon, c'est un message envoyé aux héritiers de la Révolution en expliquant que si l'on rétablit la monarchie en France, ce ne sera pas pour rompre avec l'esprit révolutionnaire. Et donc le duc d'Enghien est en quelque sorte la victime de ce projet politique. La conspiration Cadoudal-Pichegru, c'est ainsi qu'on la nomme, donc la plupart des protagonistes sont condamnés à mort. Pichegru lui-même est retrouvé garrotté dans sa cellule, et l'on peut imaginer que ce n'est pas un suicide comme on l'a laissé entendre à l'époque. Donc tous les conspirateurs en prison, Bonaparte va très largement utiliser cette conspiration, dans la presse en particulier, où les journaux sont remplis d'appels, d'adhésions de toutes les autorités du pays, les communes, les régiments, qui, face à cet acte considéré comme abominable, demandent une prorogation des pouvoirs de Bonaparte. Bonaparte qui lui-même se pose en victime, en quelque sorte, de l'Angleterre et désigne l'Angleterre comme le principal responsable de cette conspiration. Et c'est donc dans ce contexte que Bonaparte va favoriser une discussion au sein des assemblées qui va conduire à la proclamation de l'Empire. C'est ce que je vais voir dans un troisième point, précisément intitulé « La proclamation de l'Empire ». Comme en 1802, au moment du passage au consulat à vie, c'est le tribunat. Le Sénat, là encore, n'est pas très chaud pour cette prolongation, cette pérennisation des pouvoirs de Napoléon. C'est donc le tribunat qui s'en charge. Une motion est déposée par un tribun qui s'appelle Curé, qui propose donc que le consulat devienne un empire, que le gouvernement de la République, c'est ainsi que cela sera formulé dans l'article 1 de la Constitution, que le gouvernement de la République soit confié à un empereur. Cela signifie donc une transformation de régime, mais ça signifie surtout la pérennisation du règne de Napoléon, la fondation véritablement d'une dynastie, puisque ce qui est prévu, c'est l'hérédité. Napoléon, enfin le pouvoir de Napoléon, le trône de Napoléon passera à ses successeurs. Alors, théoriquement, un fils, s'il en a un, ce qui n'est pas encore le cas en 1804, un de ses frères ou éventuellement un neveu. Le débat au tribunat est assez long, paradoxalement, près de 30 tribuns, ils ne sont plus qu'une soixantaine, un peu plus de 60, 30 tribuns demandent la parole, et pratiquement tous vont défendre ce projet de passage à l'Empire, en expliquant, c'est le cas par exemple de Curé, en expliquant que finalement, au début de la Révolution, les constituants avaient envisagé une monarchie constitutionnelle, ce qui lui paraît à ce tribun comme un régime idéal. Simplement, explique-t-il, en 1789, on a fait l'erreur de préserver, de conserver à la tête de la monarchie le représentant de la famille des Bourbons qui incarnait l'Ancien Régime. Avec Bonaparte, on a un homme neuf. On peut donc envisager une monarchie constitutionnelle avec une nouvelle dynastie, celle que fondera Bonaparte. Dans ce concert de louanges et d'éloges, un seul homme, finalement, prend une autre parole contraire. C'est Lazare Carnot, tribun depuis 1802, ancien révolutionnaire, ancien membre du comité de salut public, qui lui défend la République, annonce qu'il est contre et prend en modèle les États-Unis d'Amérique, donc jeune démocratie qu'il voudrait voir copier en quelque sorte en France. Il ne sera pas entendu et le tribunat va voter très largement la proposition de transmettre donc, au Sénat cette idée d'une prolongation des pouvoirs, d'un agrandissement des pouvoirs de Napoléon. Et finalement, c'est le Sénat qui, le 18 mai
1804, va voter un Senatus Consulte qui modifie la Constitution et qui fait de Napoléon Bonaparte Napoléon Ier, empereur des Français. Cambacérès, second consul, qui n'avait pas trop approuvé, qui n'était pas enthousiaste à l'idée de ce changement, va porter lui-même la décision à Napoléon qui se trouve alors à Saint-Cloud, et c'est à ce moment-là qu'il lui adresse ces mots commençant par « Sire », montrant bien finalement le changement de régime. Certes, officiellement, la République est conservée, mais désormais, c'est à un empereur, à une majesté en quelque sorte, que l'on a affaire. Napoléon Bonaparte a vécu. Arrive le règne de Napoléon Ier, nous entrons dans l'Empire, et c'est ce qui sera l'objet du chapitre 4, que vous pouvez déjà retrouver en ligne. Donc le prochain rendez-vous que je vous donne pour continuer dans cette évocation de politique et société sous le Consulat et l'Empire, ce sera le chapitre 6 consacré à la société rurale.